Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Koen de Deurwaarder un café racer de A à Z. Dans l'émission précédente, le faisceau de câbles a été fini et le frein avant raccordé. Je vais à présent monter les coudes d'échappement. Je protège à nouveau d'abord le cadre avec un peu de ruban adhésif. Koen évite ainsi d'endommager la laque en poudre du cadre ou la nouvelle couche de laque résistant à la chaleur des coudes d'échappement. Et j'ai alors ici deux nouveaux joints d'échappement. Ces joints viennent donc entre le bloc moteur et les brides d'échappement. Ils sont alors comprimés et garantissent ainsi un assemblage étanche au gaz. Il va de soi que vous remplacez ceux-ci quand vous avez retiré les coudes d'échappement. Pour pouvoir monter les coudes d'échappement, le soutien en dessous du bloc moteur doit être retiré. Les deux coudes d'échappement sont en effet reliés entre eux juste sous le bloc moteur. Ne fixez pas directement ces petits boulons complètement, mais attendez que le deuxième coude d'échappement soit monté aussi et que les deux coudes se trouvent donc dans la bonne position. Maintenant que l'échappement se trouve également dessus, c'est un moment important. Maintenant que l'électronique est prête et que les coudes d'échappement et les carburateurs se trouvent dessus, je peux en fait tester si le bloc moteur tourne et s'il y a une étincelle au niveau des bougies. Je vais rajouter un peu d'huile, puis je vais faire un premier essai pour regarder si cela démarre à nouveau. Sur le bloc moteur, il est indiqué 2,4 litres. Je commence donc avec 2 litres. Puis je peux déjà voir via la petite fenêtre combien il y a environ dedans. Mais 2 litres suffisent déjà pour faire tourner un peu le bloc sans dommage. Dans le manuel d'entretien, vous pouvez également retrouver la quantité exacte et le bon type d'huile. Pour cette Suzuki GR650, il s'agit d'huile avec une viscosité de 10W40. La viscosité de l'huile de moteur est définie à basse et haute température. Le premier nombre avec la lettre W, moins le nombre est élevé, plus l'huile est liquide à basse température. Le deuxième nombre, après la lettre W, plus le nombre est élevé, plus l'huile reste épaisse à des températures de moteur élevées. Outre l'huile, il faut évidemment aussi du carburant pour pouvoir démarrer le moteur. Koen installe un réservoir externe et le remplit d'essence. Et il est alors temps pour un moment excitant. Et oui, vous savez, en jouant un peu avec le choke et la vis stationnaire, on arrive à faire tourner le bloc. Nous savons maintenant que le bloc révisé est à nouveau en pleine forme. Nous vérifions tout de même si la fuite d'huile a aussi disparu. La fumée que vous voyez provient par ailleurs de la lague résistant à la chaleur sous les coudes d'échappement.
Sous l'effet de la chaleur, la peinture est pour ainsi dire cuite. Comme vous le voyez, la Suzuki tourne à nouveau. C'est donc déjà une bonne nouvelle et je peux poursuivre la finition. Au niveau de l'électronique, je dois encore apporter une petite adaptation. C'est toujours le relais de clignotant original pour lampe à incandescence donc. C'est pourquoi c'est donc aussi un relais pour lampe de 21 ou 23 watts. Comme on le voit dessus. Mais maintenant, il y a donc 4 lampes LED et comme vous le savez, elles exigent nettement moins de courant. Ce relais laisse donc passer beaucoup trop de courant. Ces LED font 1,5 ou 2 watts. Ils laissent donc passer plus de 10 fois trop de courant et de ce fait, elles ne clignotent pas mais restent allumées. Il y a 2 solutions possibles. Soit vous montez un relais pour éclairage LED, soit vous placez une résistance ici afin de pouvoir conserver le relais original. Il laissera donc toujours passer beaucoup de courant, mais celui-ci sera réduit par la résistance juste avant les lampes clignotantes. J'opte pour un relais LED. Ça représente moins de travail et il y aura ainsi aussi moins de fil à l'arrière. Vous pouvez donc simplement échanger le relais contre un relais pour LED. Faites bien attention au raccordement. Ici, il y a 2 fils, mais il y a aussi des clignotants à 3 fils. Donc, commandez bien le bon. Je vais encore remettre l'ancien en place pour que vous voyez la différence avec le nouveau. Comme vous le voyez, les clignotants restaient allumés. Je monte à présent le relais pour LED et j'essaie à nouveau. Et vous voyez maintenant, ça clignote bien. Je peux alors continuer avec le reste de la moto. Voici le garde-boue avant original. Il y avait encore ici un renfort supplémentaire pour le garde-boue, car dans le garde-boue même, il n'y a en fait aucune robustesse. C'est simplement une couverture en chrome. Ce soutien fait aussi en sorte qu'il y ait une liaison entre les 2 pieds de fourche. Il assurera donc la stabilisation. Il existe également des stabilisateurs supplémentaires que vous pouvez monter ici dessus. Les 2 pieds de fourche sont alors reliés et vous avez une meilleure tenue de route. J'ai donc resserré ce collier afin de pouvoir l'utiliser pour fixer le nouveau garde-boue. Ça ressemble à ça. J'ai aussi percé les trous, cela donne aussi un chouette effet. Je peux donc le monter. Allez-y bien sûr prudemment, afin de ne pas endommager la laque du garde-boue ou la laque en poudre des pieds de fourche. Koen a déjà nettoyé les trous de vis dans les pieds de fourche pendant la révision de la fourche avant. Je peux alors aussi placer le filtre de purge du carter. Vous voyez qu'il y a encore un raccordement ici au-dessus. Il assure la purge du moteur. Lorsque le moteur tourne, les pistons montent et descendent et créent une certaine pression. Par ici, l'excédent de pression peut s'échapper et normalement, c'est raccordé au boîtier de filtre à air. Comme je n'ai pas remis ce boîtier en place, je ne peux donc pas non plus y raccorder la conduite. J'ai bien commandé un filtre pouvant aller dessus. Car bien sûr, l'air venant du moteur est gras et contient un peu d'huile. On ne peut donc pas laisser tout ouvert ainsi car de la vapeur et de l'huile sortiraient et tout se salirait. Avec ce filtre, vous pouvez retenir ce qu'il faut et donc nettoyer le filtre de temps en temps et le remettre en place. J'ai encore ici la conduite d'origine qui allait jusqu'au boîtier du filtre à air. Je vais la raccourcir un peu de manière à garder le coude et je peux alors monter le filtre ici afin qu'il sorte ici. Koen a bien entendu contrôlé cette conduite avant de la réutiliser. Après un certain temps, le caoutchouc peut en effet souffrir. Vérifiez donc bien s'il n'y a ni trou ni déchirure. Je vais déjà tester un peu avec ce bout. Je peux bien sûr encore le raccourcir. Et une fois le réservoir en place, vous ne verrez quasiment plus ce petit filtre. La solution idéale donc pour un café racer. Je peux à présent poursuivre avec l'entraînement final.
Les deux pignons ont déjà été montés. Lors de la révision du moteur, j'ai monté le pignon avant et lors de l'assemblage de ces roues, également l'arrière. Le pignon avant n'est pas encore fixé. Je serrerai donc encore ce boulon tout à l'heure. Mais ce sera plus facile si la chaîne se trouve dessus, car alors, je pourrai fixer la roue et bien la serrer avec la clé dynamométrique. Je chercherai par la suite la bonne valeur. Et puis, je peux aussi replier la bague d'arrêt afin qu'elle soit bien coincée. Pour le montage de la chaîne, j'ai ici le nouveau jeu de chaîne. Avec la chaîne, il y a aussi toujours un maillon de fermeture. Le voilà donc. Faites bien attention, il s'agit d'une chaîne à joint torique. Ces petits tubes seront donc protégés tout à l'heure par un joint torique. Un joint torique viendra également des deux côtés sur le dessus. Il ne faut donc pas l'oublier. Ici, vous avez ensuite la plaquette de fermeture qui devra venir dessus par la suite. Et vous devez l'ouvrir avec le bon matériel. D'abord, montez la chaîne même. Pour commander le bon jeu de chaîne, cherchez immédiatement le type dans le manuel ou sur le site web du fournisseur. Chaque moto a des tailles spécifiques de pignon et aussi une certaine longueur de chaîne. Normalement, celle-ci devrait avoir la bonne longueur. Mais on peut toujours la raccourcir s'il le faut. Elle ne sera certainement pas trop longue, car on dirait pour le moment qu'elle est trop courte. C'est parce que la roue est complètement vers l'arrière. Je déplace donc d'abord la roue. Des deux côtés, il y a donc un boulon de réglage pour tendre la chaîne tout à l'heure. Je vais la desserrer tout à fait afin que la roue puisse aller complètement vers l'avant. Ce boulon ne peut donc pas non plus être serré, car sinon, la roue est simplement coincée dans le pont arrière. Vous voyez maintenant avec les tendeurs de chaîne complètement desserrés qu'il y a suffisamment de place. Je peux à présent monter le maillon de fermeture. Il est très important que ces joints toriques soient bien en place. Kun contrôle encore une dernière fois si la chaîne n'est pas trop longue. Pour cela, il la tend complètement. Je tourne les tendeurs de chaîne complètement vers l'arrière. Vous voyez maintenant que la chaîne est trop tendue. Mais il se peut aussi que la chaîne soit encore trop longue. Et il vaut alors évidemment mieux enlever d'abord un maillon avant de la fixer. Comme vous le voyez, les tendeurs de chaîne ne sont pas encore à mi-chemin et la chaîne est déjà tendue. La chaîne a donc la bonne longueur. N'oubliez pas de monter d'abord les deux joints toriques. Et puis, la plaquette de fermeture. Faire maintenant d'abord tourner la chaîne vers le bas. Voici donc le dérive-chaîne. Il se compose de deux éléments. Vous devez monter ceci autour de la chaîne, ainsi. Vous voyez aussi ici deux découpes allant parfaitement sur le maillon. Et puis, vous pouvez pousser la chaîne dessus avec ceci et tout s'emboîte. Vous retenez ainsi la chaîne et pouvez la monter avec le bon accessoire. Vous pouvez également l'utiliser pour démonter la chaîne. Pour la démonter, vous devez réaliser le montage ainsi. Vous rectifiez alors la tête à plat, car elle a été poinçonnée et ne peut donc plus passer à travers. Grâce à la rectification plane,
Vous pouvez, avec cette pointe, pousser les rivets à travers de l'autre côté. Pour cela, il y a ici une découpe. Vous poussez alors avec cette tige le rivet dehors. L'autre sert à poinçonner la chaîne. Vous voyez que tous les maillons sont fermés, sauf celui-ci. Il s'agit d'un maillon ouvert. Il va à nouveau là-dessus. C'est un petit élément conique qui ouvrira la tige ouverte et veillera à ce que la chaîne ne se détache plus. Avant de fixer la chaîne, vous devez faire en sorte que les rivets passent bien à travers. Avec ce même outil, vous pouvez les pousser à travers. Ne serrez pas directement complètement le dérive-chaîne. La plaquette de fermeture doit en effet être poussée en quelques étapes. Comme vous le voyez, la plaquette se trouve maintenant dessus. Mais vous pouvez donc évidemment aussi aller trop loin. C'est pourquoi je mesure un peu avec le pied à coulisse. J'obtiens 24 mm. Puis, je compare avec un maillon ayant été riveté à l'usine. Il se trouve à 22 mm. Je dois donc encore enfoncer celui-ci 2 mm plus loin. Pourquoi cela est-il aussi important? Si vous le serriez à fond, vous tendriez complètement les joints toriques. Et ainsi, le maillon serait coincé. Tout doit être fixé souplement. Si vous serrez trop fort, vous aurez un maillon ne pouvant plus bouger. Vous obtenez ainsi un élément fixe dans la chaîne, mais celle-ci doit aller autour des pignons. Les maillons doivent donc pouvoir bouger souplement. Ici, j'ai donc 24 mm et ici 22 mm. Et je sais ainsi que je dois encore pousser celui-ci encore un peu plus loin. Koen remet donc le dérive-chaîne en place sur le maillon et le serre encore un peu plus. Il mesure à nouveau avec le pied à coulisse et répète cette étape s'il le faut. Voici donc la partie avec laquelle la chaîne même peut être poinçonnée. Elle va dans le rivet et rendra celui-ci conique. Le dessus est donc élargi et ne peut donc plus être poussé à travers la chaîne. Ne serrez pas ici non plus le dérive-chaîne trop fort. Travaillez s'il le faut en plusieurs étapes et contrôlez entre-temps si c'est bon. Vous voyez maintenant que cet élément a ouvert le maillon. Donc, en pressant ceci dedans, il a été un peu ouvert. On ne le voit pas très bien, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin, car sinon, on l'ouvrirait complètement, causant des dégâts. La chaîne est donc à présent rivetée et tient bien, et comme vous le voyez, le maillon est bien souple. La distance entre les maillons est aussi la même que pour le reste de la chaîne. La chaîne est donc montée tout à fait correctement. Elle doit bien sûr maintenant être tendue correctement. Mais ce sera pour le prochain numéro de DIY on Wheels. Koen y finira aussi l'embrayage et placera les 7 à l'arrière.